Владимир Владимирович Путин. Je pense qu'il y a dans l'entourage de Poutine des gens qui appliquent des politiques censées aller dans le sens de Poutine, sans qu'il ait besoin de leur demander. Poutine a-t-il lui-même instauré cela, ou est-ce le résultat d'un système KGBiste ou stalinien, ou est-ce le système poutinien qui est un amalgame des précédents? Un des objectifs de Poutine est de recréer la Grande Russie et d'être celui qui la dirigera. C'est le but qui justifie n'importe quel moyen. Que ce soit la guerre en Tchétchénie, les intrigues en Ukraine, les manipulations par le gaz, l'anéantissement de l'opposition, le contrôle des médias ou les relations particulières avec l'Iran. Tout ce que vous voulez. En mars 2000, Vladimir Poutine, un homme quasiment inconnu, est élu à la tête de la Russie. À quoi pense-t-il en ce jour de consécration? Pense-t-il à son enfance à Saint-Pétersbourg et à ses jeux au bord de la Neva? Pense-t-il au temps où il était chef de bande dans les travées de son immeuble communautaire? Pense-t-il aux héros soviétiques qui ont peuplé ses rêves de jeunesse, comme Youri Gagarin? Pense-t-il au tsar, dont le souvenir hante le palais du Kremlin? Ou pense-t-il seulement à la mission dont il se sent investi en cet instant précis? Sauver la Russie du chaos laissé par son prédécesseur, Boris Yeltsin. Si Poutine est marqué par la Russie impériale, il est surtout par la période soviétique. Patriote, passionné par l'histoire de son pays, Vladimir Poutine en est l'héritier à un moment où même les crimes de Staline paraissent oubliés par la population. Un pays où la nostalgie semble avoir pris le pas sur la mémoire des horreurs passées. Adolescent, c'est au cinéma que Vladimir Poutine se découvre une passion pour le KGB. Influencé par un classique des films de l'époque stalinienne, l'exploit d'un agent secret, il acquiert la conviction qu'un homme seul peut changer le destin du monde.
особые глаза и злость. Надо очень любить свою родину. Сентиментальность. Un jour, il vient me voir et me dit « Comment rentre-t-on dans cette organisation ? Parce que j'ai un ami qui souhaite y entrer. » Mon frère avait un camarade qui travaillait au KGB. J'ai donc dit à Poutine « Je vais me renseigner. » J'ai remarqué qu'il commençait à avoir des verrous partout. Sur sa table, il n'y avait rien. Et sur son bureau, il n'y avait que les quotidiens du jour. Tiens, c'est très curieux, je me suis dit. Où notre jeune homme peut-il bien travailler pour devoir appliquer une rigueur aussi exemplaire? Dès l'âge de 16 ans, Vladimir Poutine se rend au siège du KGB de Saint-Pétersbourg pour demander à y être intégré. On lui répond que c'est le KGB seul qui décide des recrutements. L'organisation lui suggère néanmoins d'étudier le droit pour augmenter ses chances. Le conseil est pertinent. À 23 ans, le KGB vient le chercher. Monsieur Poutine appartient à une génération de Russes qui sont entrés au KGB en 1975. À l'époque, on connaissait les crimes commis par Staline et le rôle des services secrets dans l'histoire dramatique de mon pays. Vladimir Poutine intègre le KGB, alors présidé par Yuri Andropov, qui prendra la tête de l'URSS en 1982, à la mort de Léonid Brejnev. Pour Andropov, le KGB qu'il a dirigé pendant 15 ans est l'élite de la nation. Tout en tenant le pays d'une main de fer par sa chasse aux dissidents, il est conscient que la survie de l'Union soviétique dépend d'une nouvelle organisation de l'économie. Andropov a pris le pouvoir, puis graduellement et ensuite de façon de plus en plus énergique, il a réactivé les services secrets comme une institution majeure du pouvoir. De fait, sous Andropov, le KGB a retrouvé la place qu'il occupait sous Staline. Andropov ne faisait plus exécuter les traîtres du régime, mais les dissidents poursuivis et enfermés dans les asiles psychiatriques n'ont pas oublié leurs martyrs. Les leaders soviétiques se rendaient compte qu'ils étaient dans une crise profonde au début des années 80. Andropov a compris qu'il fallait préparer des changements, car le pays allait s'effondrer. Ils l'ont fait en secret, sans l'annoncer au public. Ils ont imaginé la perestroïka dont Gorbatchev a hérité. Poutine ne manquera jamais de fleurir la tombe d'Andropov, rendant hommage à l'homme qui lui a inspiré sa vision de l'État et le rôle central de l'économie. Aujourd'hui, le portrait de Poutine trône en bonne compagnie dans le restaurant privé de la Loubianka, le quartier général du KGB, aux côtés d'Andropov, de Dzerzhinsky, le fondateur, ou encore de Beria, tristement célèbre pour ses purges sous Staline. Tous ici font partie de l'héritage dont Poutine est fier. C'est un homme pour tous les hommes. Il est pour l'État, contre l'État, pour le passé, pour l'avenir. C'est très difficile de comprendre ou de savoir pour la population ce qui fait de lui un grand homme, ou plutôt un grand président, pour un pays toujours obsédé par sa propre grandeur et sa propre image. Par exemple, Poutine utilise la voiture de Khrouchtchev de 1956. C'est un signe en termes de relations publiques. Autrement dit, je suis aussi l'héritier de sa politique. Pendant 10 ans, Poutine se forme dans différentes écoles du KGB et participe à la traque aux dissidents. En 1984, il est envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est. Sa mission, de peu d'envergure, consiste à recruter des informateurs en liaison avec la Stasi, les services secrets est-allemands. Mais il en profite pour s'initier au monde des affaires, suivant en cela la nouvelle politique d'Andropov.
il se constitue un réseau d'industriels qu'il saura activer en temps utile. Il est toujours en poste en Allemagne de l'Est à la chute du mur de Berlin. Son monde s'effondre. Il demande de l'aide militaire à ses supérieurs à Moscou. Silence radio. Il dit se sentir trahi. Poutine se retrouve sans affectation et rentre à Saint-Pétersbourg. C'est à cette époque que sa vision du rôle qu'il pourrait jouer dans l'avenir de la Russie prend forme. Muté à un poste d'agent de renseignement à l'université, il retrouve son ancien professeur de droit, Anatoly Sobchak, futur co-auteur de la Constitution démocratique avec Boris Yeltsin. À cette époque, Oleg Kalougine était le chef du KGB de Saint-Pétersbourg, avec 3000 officiers sous ses ordres. Plus tard, Kalougine s'opposera à la politique de Poutine qui l'accusera de trahison. Il sera obligé de s'exiler. Sobchak, l'homme qui était un des premiers réformateurs russes, m'a dit « Oleg, je cherche un gars du KGB à Saint-Pétersbourg sur qui je puisse compter. Peux-tu me proposer quelqu'un? Je ne connais pas cet organisme et je sais que je ne peux pas être le maire sans avoir des amis ou bien des relations à l'intérieur du KGB. » Poutine participe à la campagne électorale et aide Sobchak à conquérir la mairie de Saint-Pétersbourg. C'est un moment déterminant dans la carrière de ce jeune KGBiste, sa première incursion dans le monde de la politique. Le KGB a besoin d'informateurs. Poutine leur sert d'intermédiaire avec Sobchak. L'idée, c'est de repérer les hommes qui deviendront des politiciens de premier plan au cours des prochains 5, 10, 15, 20 ans. Et de placer assez d'hommes du KGB autour d'eux pour être certain que lorsque ces politiciens progresseront, ces gens du KGB seront toujours présents. C'est comme cela que vous vous assurez que le système KGB reste au pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Poutine. Poutine est l'incarnation même de cette stratégie du contrôle. Observer, apprendre, sans jamais paraître convoiter la place de son supérieur. C'est un élément essentiel, une des clés du système que Poutine utilisera pour franchir chaque étape de sa mission. En 1991, un vent de révolte balaie les républiques soviétiques. Les propositions de réforme du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, inquiètent les communistes de l'ancien régime. Au mois d'août, la vieille garde communiste du KGB déclenche un putsch contre Gorbatchev. Le réformateur Boris Yeltsin prend la tête de la résistance contre les putschistes. À Saint-Pétersbourg, Sobchak, l'allié de Boris Yeltsin, est lui aussi soutenu par la population qui veut en finir avec 70 ans de communisme. Les généraux putschistes sont arrêtés. Le KGB tombe en disgrâce. En cette époque mouvementée, Poutine choisit le bon camp. Il démissionne du KGB, mais il garde précieusement sa place aux côtés du réformateur Sobchak, sans jamais oublier l'esprit et les méthodes de l'organisation qu'il a formée pendant 15 ans. En décembre 1991, Yeltsin pousse Gorbatchev hors du pouvoir en provoquant l'éclatement de l'URSS et l'indépendance de nombreuses républiques soviétiques. Une action que Poutine jugera plus tard comme la pire des catastrophes géopolitiques du XXe siècle. Imagine-t-il que 10 ans plus tard, il succédera à Boris Yeltsin. Yeltsin a accompli une chose importante. Il a interdit le Parti communiste. Ça, c'était important. Donc il a extrait le cœur du système. Et tout s'est effondré. Mais il n'a pas fini son travail. Ils ont complètement oublié que le Parti communiste était puissant uniquement grâce au KGB, qui tout au long de ces années était derrière le parti. C'était ça l'ironie. Le Parti communiste a été détruit très rapidement.
Et tout le monde a tranquillement oublié le KGB. À Saint-Pétersbourg, Poutine a été nommé aux relations extérieures et y a travaillé 1 an environ. Ensuite, Sobchak l'a choisi comme maire adjoint. Et à ce poste, il s'est occupé des privatisations, qui est un secteur très lucratif et très obscur. Vladimir Poutine était un expert consulté lorsque des banques ou des sociétés étrangères venaient nous voir. La BNP Dresdner Bank et le Crédit Lyonnais furent les 2 premières banques à ouvrir des filiales en Russie. Lors du terrible hiver 1990-1991, Saint-Pétersbourg s'est retrouvé au bord de la famine. La majeure partie de l'aide humanitaire est venue d'Allemagne, et c'est Poutine qui l'a organisée. Poutine fait appel aux hommes d'affaires qu'il a connus en Allemagne pour mettre en place un système de troc. Grâce à des licences d'exportation, il est censé échanger pétrole contre nourriture. C'est peut-être là qu'il comprend que l'énergie peut devenir un instrument de pouvoir dont la Russie a besoin. Toutes les sociétés qui ont reçu des licences étaient des sociétés écrans. C'est Poutine lui-même qui a octroyé ces licences. J'ai un document qui porte sa signature. Il y a eu beaucoup de machinations avec l'aide alimentaire qui étaient tout simplement vendues. L'argent arrivait dans les poches des fonctionnaires et des gens qui organisaient les magouilles. Dans la carrière de Poutine, ce fut une crise grave. Il concevait l'économie autrement. Il la considérait comme un processus contrôlable en permanence. Différents scandales entachent la gestion municipale de Poutine. Il est amené à travailler avec la mafia du port, avec une société allemande accusée de blanchiment d'argent, attribue les licences des casinos dont les bénéfices s'évanouissent et donne le monopole du pétrole à un ami. Il est d'autant moins inquiété qu'on le charge également de la direction judiciaire et des forces de l'ordre. Efficace dans les services rendus, il montre qu'il sait aussi bien manier la carotte que le bâton. Если преступники обнаглели до того, что подняли руку на сотрудника милиции, сотрудники милиции должны реагировать мгновенно и жестко, а может даже жестоко. Только так мы можем подавить вот эту наглый вызов обществу, которое делает преступник. Только так. И на каждого убитого сотрудника 10 должно быть преступников положено. Il était fascinant d'observer la métamorphose de Vladimir Poutine. Il était impressionnant de suivre les changements de sa personnalité, ainsi que son évolution rapide à partir d'un sous-colonel habitué à exécuter les ordres. Il s'était transformé avec beaucoup de talent, en homme capable d'assumer des responsabilités. Poutine est toujours au bon endroit, au bon moment. Il a stratégiquement travaillé pour Sobchak à faire un boulot de KGB. Je pense que rester dans l'ombre est un signe d'intelligence et non de médiocrité. Au poste d'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, Poutine s'entoure d'anciens collègues du KGB et de conseillers politiques libéraux. Un de ses collègues, un brillant économiste, Anatoly Chubais, est appelé à Moscou pour rejoindre le gouvernement d'Yeltsin. Il va aider d'autres pétersbourgeois à obtenir des postes clés au Kremlin. Poutine sera le premier à en profiter quelques années plus tard. Chubais met en place un système de privatisation qui brise toutes les règles économiques de l'ancien régime. On avait derrière nous 75 ans d'Union soviétique pendant lesquels la propriété privée était un crime. C'était un crime. C'est pour cela que nous n'avions aucune expérience en privatisation. La seule manière de les mettre en place
était d'essayer de comprendre comment fonctionnait la société et quels étaient les groupes sociaux susceptibles d'acquérir ces propriétés. Dans les dernières années de la présidence de Gorbatchev, il a été décidé de simuler l'entreprise privée. On a demandé aux différents comités de choisir des hommes jeunes et compétents, de leur faire suivre une formation dans la finance internationale et l'économie, et ensuite privatiser, entre guillemets, certaines parties de la propriété financièrement intéressantes. En échange, il signait un document reconnaissant agir au nom du comité central. La perestroïka avait inauguré la gestion d'entreprises publiques par des hommes d'affaires. Ce sont eux qui bénéficient en premier des privatisations. Ces nouveaux hommes d'affaires ont décidé qu'à présent, ils étaient libres, qu'ils étaient leurs propres maîtres. Et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Mais ces oligarques oublient un peu vite qu'ils ont un contrat moral qui les lie avec l'État. Un contrat qui leur a permis de s'approprier une part colossale des richesses du pays. La population comprend très vite que ce n'est pas elle qui deviendra riche grâce aux privatisations. Quant aux hommes politiques, ils ont une vision pour le moins conflictuelle de cette nouvelle distribution des richesses. Pour imposer sa politique de privatisation, Yeltsin doit modifier la Constitution. L'armée tire sur le Parlement. Les hommes politiques et les citoyens résistent. Il y a plus d'une centaine de morts. Pour les Russes, c'est le premier pas vers la fin du rêve démocratique. L'adjoint au maire, Poutine, qui observe les événements depuis Saint-Pétersbourg, en retire une conviction. En Russie, la démocratie doit être dirigée. À l'époque, on n'avait pas assez de preuves que le régime d'Yeltsin allait ressembler à ce que nous voulions éviter. Mais aujourd'hui seulement, quand on analyse les choses d'une façon précise, on voit les points faibles du régime d'Yeltsin qui ont mené automatiquement au régime de Poutine. Lors de l'effondrement de l'URSS en 1991, le mot démocratie était à la mode. 2 ans plus tard, c'est devenu une injure. Le mot démocratie, les Russes l'ont traduit par le terme merdocratie. 1 an plus tard, Yeltsin utilise à nouveau les chars. Les Tchétchènes revendiquent leur indépendance et il est hors de question qu'ils aient la main mise sur l'oléoduc qui traverse leurs terres. Après 2 ans d'une guerre qui fait 80 000 morts, les indépendantistes obtiennent la signature d'un accord de paix en leur faveur. Pour la majorité des Russes, cette défaite est vécue comme une humiliation. Pour Poutine, c'est pire encore. Yeltsin a failli à son devoir de chef d'État. La Tchétchénie fait partie de la Russie. La Tchétchénie doit se soumettre. À Saint-Pétersbourg, Poutine prépare la réélection de Sobchak à la mairie. Mais l'ancien allié critique publiquement la trahison d'Yeltsin envers la démocratie. Si Sobchak gagne les élections municipales, il pourrait devenir un adversaire sérieux aux prochaines présidentielles. À la demande de Yeltsin, les oligarques refusent de financer la campagne de Sobchak. En 1996 a débuté la chasse à l'homme contre Sobchak, organisée par Boris Yeltsin. Yeltsin voyait en lui un concurrent à écarter de la scène politique. Sobchak perd la mairie. Poutine est révolté par l'ingérence croissante des oligarques dans les affaires politiques. Par loyauté envers Sobchak, il refuse de travailler pour le nouveau maire. Il part pour Moscou où se décide l'avenir du pays. Après avoir été maire adjoint de Saint-Pétersbourg et presque envoyé en prison pour ses liens avec le crime organisé, Poutine est nommé dans l'administration présidentielle. Au Kremlin, Anatoly Choubaïs, qui apprécie le travail et la loyauté de Poutine, lui propose de s'occuper des propriétés de l'État à quelques semaines des élections présidentielles de 1996. Mais l'heure est difficile pour Yeltsin. Il a perdu la confiance de la population.
et les communistes font un retour en force dans l'opinion. Leur leader, Gennady Zyuganov, pourrait bien remporter la présidentielle. Sans la politique, vous ne pourrez pas protéger votre capitale. Les premiers riches en Russie se sont rendus compte qu'il fallait prendre une responsabilité politique pour l'avenir du pays. On avait compris que les réformateurs autour de Yeltsin étaient incapables d'arrêter le communisme. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés pour coopérer et gagner ces élections. Poutine est aux premières loges du Kremlin pour observer comment une défaite annoncée peut être transformée en victoire. La télévision et l'argent entrent en scène à un degré jamais vu jusqu'alors en Russie. Yeltsin nomme Berezovsky à la tête de la chaîne d'État et fait financer la chaîne privée NTV du milliardaire Gouzinski. Yeltsin a compris que la télévision peut être sa meilleure arme électorale. Il devient le roi du petit écran. La télévision en Russie, c'est pas du cinéma. La télévision, c'est de la politique, sans aucun doute. Et grâce à cet outil, nous avons gagné les élections. Vladimir Poutine voit que Yeltsin est élu grâce aux oligarques et qu'il devient leur otage. Mais la Constitution ne permet pas à Yeltsin de briguer un troisième mandat. Il faut déjà préparer la succession. Il paraissait clair, au vu de cette campagne électorale de 1996, que la prochaine campagne présidentielle nécessitait deux outils majeurs. Le premier, une chaîne de télévision russe qui soutiendrait le prochain président. Et le second, une société qui serait derrière la campagne électorale pour soutenir financièrement le candidat. Ce sera la nouvelle société pétrolière Sibneft. À sa tête, un jeune intrigant, l'associé de Berezovsky, Roman Abramovitch. Quant à la chaîne d'État contrôlée par Berezovsky, elle se met totalement au service de la propagande du pouvoir. Un système est né pour la mise en place du successeur. Les élections à peine gagnées, Yeltsin tombe malade. En reconnaissance des services rendus, il abandonne le pays aux oligarques Berezovsky et Abramovitch. Ils croient avoir gagné leur pari, s'emparer du pouvoir politique grâce à l'argent. Ces oligarques créent un clan, la famille, où l'on trouve aussi Tatiana, la fille d'Yeltsin et son futur mari. Très proche de cette famille, Anatoly Chubais continue à faire progresser Vladimir Poutine. En 2 ans, il est promu 3 fois. Chaque poste lui permet d'analyser les caractéristiques du régime de Yeltsin. Avec la rigueur obsessionnelle que le KGB lui a enseignée, il engrange des informations sur le personnel politique et enrichit ses dossiers. Mais il faut que les oligarques proposent un successeur qui convienne à Yeltsin. Poutine, qui exécute scrupuleusement leurs directives, semble être le candidat idéal. Ce fut une décision typique des oligarques. Trouver un homme qui ne soit pas indépendant, mais qui dépendrait d'eux. Ils pensaient qu'à travers lui, ils pourraient diriger le pays. Pour les gens de la famille et des gens comme Berezovsky l'oligarque, Poutine apparaissait comme quelqu'un de totalement insignifiant. Ils pensaient qu'ils pouvaient le manipuler comme une marionnette à leur service. En 1998, la famille fait franchir un pas décisif à Poutine. Il le propose comme directeur du FSB, l'ex-KGB. Poutine pourra y jouer un rôle déterminant s'il est capable de rendre des services comme autrefois à Saint-Pétersbourg. Повторяю, для меня это родные стены, но это и огромное доверие со стороны президента страны, со стороны правительства. C'est la première fois qu'un simple lieutenant-colonel de réserve, retourné dans le civil, est nommé à ce poste. Poutine accède à la place que son mentor Yuri Andropov avait quittée 16 ans plus tôt.
Les oligarques savaient que Poutine n'était que lieutenant-colonel, ce qui est un grade peu élevé. Ils espéraient qu'il ne serait pas aussi loyal à l'égard du FSB qu'un général pourrait l'être. Mais ce que les oligarques ignorent, c'est que Poutine n'a jamais renoncé à l'esprit du KGB, ni à ce qu'il considère être sa mission. Il ne dévoile rien de ses convictions, et dans l'ombre, attend son heure. À l'abri d'un pouvoir politique sans limite, les oligarques accumulent des fortunes, détournent vers l'étranger des sommes colossales, tandis que la majorité de la population peine à subsister. En été 1998, le crash économique est inévitable. La conjoncture est explosive. Yeltsin, malgré son état de santé, comprend qu'il doit donner des gages à la population. La survie de son régime ne peut compter que sur des premiers ministres KGBistes. Mais le premier choisi, Evgeny Primakov, prend son rôle très au sérieux. Il s'engage à traduire en justice et à incarcérer les oligarques corrompus. Directement concernés, Yeltsin et la famille se sentent menacés. Ignorant le danger, Primakov s'adjoint le procureur général de Russie, Skouratov, pour l'aider dans sa tâche. La première enquête concerne la rénovation somptuaire du Kremlin. Une coquette somme de 66 millions de dollars a été détournée et répartie sur les comptes bancaires de hauts fonctionnaires et de membres de la famille. Le procureur Skouratov s'engage sur un terrain dangereux. Il y a eu ouverture d'une enquête criminelle, pas très difficile à mener, mais très délicate, puisque l'affaire touchait directement M. Yeltsin et sa famille. Yeltsin ne pouvait pas virer le procureur général parce que c'était légalement impossible. Alors il a demandé à M. Poutine, « Pourriez-vous faire quelque chose ?» Il a répondu, « Yavol, pas de problème, on s'en occupe. » Alors le procureur général a été piégé dans une chambre équipée par le KGB en compagnie de prostituées. Tout a été filmé et montré à la télévision. Сегодня директор ФСБ Владимир Путин сообщил журналистам, что скандальная видеокассета с изображением человека, похожего на Скуратова, подлинная. Другими словами, на ней заснят именно генеральный прокурор. Poutine, aux yeux d'Yeltsin, devint quelqu'un qui ne le laisserait jamais tomber. Et il avait probablement raison. Poutine tient ses promesses. Il sait qui sont ses supérieurs. Et jusqu'à présent, il ne les a jamais trahis. C'est un fait. Ça fait partie de sa personnalité. Aux yeux de Yeltsin, le chef du FSB, Poutine, vient de réussir son examen de passage. Il peut espérer une récompense. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Владимир Владимирович Poutine. La nomination de Poutine comme Premier ministre en août 1999 est la preuve qu'il est accepté au plus haut niveau de la famille. Mais pour la population, il reste encore un inconnu. Tout le monde demandait « C'est qui Poutine ?» Vous vous souvenez de cette question « Who is Mr. Poutine ?» Poutine, eh bien, il fallait qu'il montre qui il était. Et là, il y a eu l'explosion des immeubles de Moscou. En 3 semaines, les attentats dans plusieurs villes de Russie font près de 300 morts. Le gouvernement accuse sans la moindre preuve les indépendantistes tchétchènes. Lorsqu'un dernier attentat est déjoué et que 2 terroristes sont arrêtés, le Kremlin court-circuite l'enquête et demande à la police d'abandonner l'affaire. Les journalistes découvrent alors ce qui risque de devenir une affaire d'État. Les 2 suspects sont des agents du FSB. Pour la première fois, l'opinion publique russe s'est rendue compte que les actes terroristes de Moscou, Volgodonsk et Buynaksk pouvaient être le travail du FSB. Sur NTV, la chaîne privée de l'oligarque Gusinsky, une émission entière est consacrée à l'implication du FSB dans les attentats.
Des agents des services secrets se dénoncent et s'accusent mutuellement de manipulation. Pour une bonne partie de l'opinion publique, l'implication du FSB dans les attentats relève de l'impossible. Mais les investigations des journalistes inquiètent le pouvoir. Il faut agir vite, faire diversion. Poutine épouse et partage la haine viscérale du peuple contre les Tchétchènes. La Tchétchénie a toujours été le tombeau des hommes politiques. Beaucoup étaient effrayés et considéraient que Poutine devait prendre ses distances. Mais Poutine a fait preuve d'opiniâtreté. Et à la surprise générale, ça joue en sa faveur. La classe moyenne s'est mise en colère. Et Poutine a réagi comme eux. C'est ici que l'image se construit. Je suis un homme comme vous. Je suis au pouvoir, mais je suis un homme comme vous. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. C'est là que Poutine devient Poutine. Il a acquis un langage, il a acquis une certaine liberté, une aisance dans les contacts avec les gens, et il n'a plus peur de son auditoire. Pour sa fameuse phrase « on va les buter dans les chiottes », je l'ai grondé. C'est quoi ces expressions? Où t'as été chercher ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Premièrement, les chiottes. T'as entendu ça où? Il s'est justifié devant moi. Comprenez-moi, madame, je n'ai pas pu me retenir. Poutine, comme beaucoup de Russes et tous leurs dirigeants depuis 3 siècles, garde d'anciennes rancœurs contre les Tchétchènes qui ont toujours refusé de se soumettre. Staline les a déportés par milliers. Le traité de paix signé par Yeltsin après la Première Guerre reste une humiliation. Et puis, il vient d'y avoir les attentats. Pour la population, Poutine a toutes les raisons pour déclencher une deuxième guerre. Berezovsky demande à Sergueï Dorienko, le journaliste vedette de sa chaîne, de mettre son magazine politique au service du nouveau Premier ministre. Je dois vous dire qu'il me demandait souvent, en douce, de provoquer la situation. Par exemple, lorsque j'exigeais que notre armée se rende en Tchétchénie. Il me disait « dites-le à l'antenne ». Et je lui disais « de toute façon, je vais le dire ». Oui, mais je veux que ce soit vous qui le disiez. Il ajoutait « allez-y, on verra comment les gens réagissent ». Il essayait de voir à travers moi comment agir. Il essayait de palper l'électorat. Le 1er octobre, l'aviation russe bombarde Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Assuré du soutien de la télévision de Berezovsky et de celui de la population, Poutine se lance dans une guerre féroce. La population tchétchène est victime d'une violence et d'un déchaînement de haine sans précédent. Poutine a été ferme et a montré qu'il était capable de régler ce problème comme un homme politique fort. Il était capable de prendre des positions politiques très dures et qu'il était peut-être le chef de guerre idéal pour ce pays. Très contente du Premier ministre, la famille décide de faire de Poutine son chef de file pour les prochaines élections législatives. Il leur reste à peine 2 mois. Berezovsky lui crée un parti sur mesure, Russie Unie. Son seul programme, soutenir Vladimir Poutine. S'il l'emporte, il sera légitimement le successeur de Boris Yeltsin. Seule la chaîne d'État de Berezovsky le soutient. Comme prévu par la famille, la campagne du successeur est financée par Abramovitch et sa compagnie pétrolière Sibneft. Alors que Goussinski et sa chaîne privée, opposée à la guerre en Tchétchénie, appuient le rival de Poutine, Primakov. Berezovsky est prêt à tout pour discréditer cet adversaire.
Il est certain que nous avons utilisé des technologies électorales qui sont très particulières en Russie. On a utilisé le pouvoir des mass-médias, et pas de manière tendre comme vous le faites en Occident. Nous l'avons fait d'une manière forte et dure. C'était à 100% de l'exercice de relations publiques, et même du lavage de cerveau des citoyens. Voter pour Primakov, c'était voter pour un homme incapable d'être président de la Russie. Ce fut très convaincant. Le score du parti de Poutine lui assure une position décisive sur l'échiquier politique. Mission accomplie pour Berezovsky. Tout le monde se prépare aux festivités de fin d'année. Personne ne se doute que derrière les murs du Kremlin, Yeltsin et Poutine préparent secrètement l'aboutissement du processus enclenché depuis plusieurs mois. Dans l'après-midi du 31 décembre, Yeltsin convoque Poutine, lui confie la valise nucléaire et le nomme président par intérim. En contrepartie, Poutine signe un décret offrant à Yeltsin une pension à vie, mais surtout une immunité totale. Seule solution pour échapper aux poursuites judiciaires et à une probable destitution. Il a clairement démontré au président qu'il était prêt à enfreindre toutes les lois pour répondre aux devoirs politiques. Il doit donc bien y avoir quelque chose en ce monsieur Poutine qui l'aide à s'orienter dans les situations très compliquées et à gravir les échelons politiques. Ce que Yeltsin n'a sans doute pas compris, c'est que Poutine, au nom de sa mission, est loyal d'abord envers sa patrie et non envers les hommes. Pour Poutine, Yeltsin est coupable d'avoir démantelé l'Union soviétique et conduit la Russie vers le chaos. Il était salutaire de l'écarter définitivement du pouvoir. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Après l'annonce télévisée de Yeltsin, le tout Moscou attend le soir même le successeur nommé par l'ancien président au théâtre Bolchoï. En vain, son fauteuil reste vide. Poutine inaugure ses nouvelles fonctions par un coup médiatique. Loin des festivités, il est parti le soir même avec sa femme rejoindre les troupes sur le front tchétchène. Devant les caméras de télévision, il offre aux militaires 200 poignards qu'il a fait graver pour l'occasion. Un cadeau symbolique pour ceux qui affrontent la guérilla tchétchène. Poutine vient de donner le coup d'envoi de sa campagne électorale. Mais ce nouveau venu peu charismatique doit à présent se forger une image dans laquelle la majorité des Russes pourra se reconnaître. On lui a proposé de montrer qu'il était un homme en bonne santé, qu'il était un homme fort, un homme jeune, comparé à Yeltsin. On voulait montrer un homme qui savait piloter un avion de chasse, un homme qui descendait en sous-marin. Il écoute ses conseillers, apprend à se montrer en public, soigne son look et ses attitudes. Il participe avec enthousiasme aux fêtes populaires. Des radios ouvertes aux auditrices reçoivent des milliers de déclarations d'amour de femmes conquises par le nouveau candidat à la présidence. Il reste pourtant quelques petits détails à peaufiner. Je lui ai dit, ta façon de marcher n'est pas du tout celle d'un président. Tu dois la travailler. Oublie cette démarche de lutteur qui se balance de droite à gauche. Il m'a répondu, c'est vrai, à la maison, on m'a déjà dit que je marchais comme un pingouin. C'est encore pire que ça. 1 minute par jour au moins, soigne ta façon de marcher. Et maintenant, il marche de manière tout à fait différente. Mais on continue à travailler. On continue. Pendant que le Premier ministre poursuit sa campagne présidentielle, la guerre en Tchétchénie redouble de violence.
Une guerre qui reste son premier argument électoral. Les massacres de Tchétchénie n'empêchent pas Poutine de mettre la religion de son côté. Malgré les répressions violentes du régime soviétique, l'Église orthodoxe a gardé son influence auprès des Russes. Pour leur montrer qu'il est comme eux, Poutine fait savoir qu'il porte toujours autour du cou la modeste croix en métal blanc de son baptême. Aujourd'hui, Poutine est vraiment très croyant. Il se confesse au patriarche en personne, à l'homme qui est à la tête de l'Église orthodoxe. Et depuis 40 ans, le patriarche est un agent du KGB. Et qui est le chef du patriarche? Le général Patrouchev, l'actuel chef du KGB. Alors le patriarche rapporte tout à M. Patrouchev, et le lendemain, M. Patrouchev va voir Poutine et lui raconte tout. C'est une vraie blague. Il commence à plaire à tous les gens autour de lui. Il a attiré les réformateurs, les libéraux, les démocrates, les nationalistes, les Russes et les musulmans. Beaucoup l'ont considéré comme un des leurs. C'est le type du bout de la rue, le voisin d'à côté. Dans l'opposition, le seul rival sérieux de Poutine est le chef du Parti communiste, Gennady Zyuganov. D'autres candidats se présentent, mais osent à peine critiquer Poutine, qui paraît à la fois libéral et autoritaire, patriote et pro-occidental. En même temps, il est européen, asiatique, américain, soviétique. En économie pareille, libéral et antilibéral, pro-marché et anti-marché. Pour finir de convaincre et de rassurer, Poutine publie un manifeste intitulé « La Russie à l'aube du troisième millénaire ». Il s'y engage à changer son pays, à le rendre autonome et respecté sur la scène internationale. Un message en direction des leaders occidentaux, principalement américains. Le manifeste de Poutine, avec lequel il se présente aux électeurs en tant que candidat présidentiel, plutôt qu'en héros de la répression tchétchène, était un document étonnant. C'était un texte largement libéral. Il avait une vision de l'évolution des institutions russes qui faisait penser que Poutine allait occidentaliser la Russie. Les Occidentaux se trompent. Vladimir Poutine ne leur ressemble pas. Si dans son manifeste, Poutine promet de réformer les institutions de l'État, il y parle également de démocratie dirigée, de verticale du pouvoir et de dictature de la loi. Il n'hésite pas à se réclamer de valeurs contradictoires comme le libéralisme et l'étatisme, la démocratie et la dictature. Les pays occidentaux et la population russe n'y voient que la marque d'un pouvoir fort, capable de mettre fin au chaos politique et économique. Ces élections présidentielles sont quasiment un remake de celles de 96. Mais si le communiste Zyuganov avait ses chances contre un Yeltsin affaibli, cette fois, il a perdu d'avance. Poutine le laisse tranquillement mener sa campagne, l'utilisant comme un faire-valoir démocratique. Il y avait une bonne blague à l'époque. Un renard demande au corbeau « Vas-tu voter pour Poutine ?» Le corbeau ne répond pas. Il a peur de perdre son fromage en ouvrant son bec. « Réponds-moi, vas-tu oui ou non voter pour Poutine ?» Dis oui ou non. « Oui », répond le corbeau et le fromage tombe. Le renard s'enfuit avec le fromage. Le corbeau, attristé, seul sur sa branche, médite. Si j'avais dit non, qu'est-ce que cela aurait changé? C'était une attitude typique des Russes à l'époque. Quel est le choix? Les communistes avec Zyuganov? Ou un lieutenant-colonel du KGB? Est-ce un choix, une vraie élection? Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu à la présidence de la Fédération de Russie au premier tour, avec 52% des voix. Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет.
Au-delà des mots de circonstance, Poutine, l'homme du KGB, rêve toujours à ses idéaux d'adolescent, à sa mission de restaurer la Grande Russie. Vladimir Poutine a gravi toutes les étapes du pouvoir sans que personne ne connaisse véritablement sa personnalité. Ceux qui l'ont aidé dans cette ascension sont persuadés qu'il va continuer à les servir. Ses objectifs sont clairs. Les ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz doivent être contrôlées par l'État. Il doit reprendre le pouvoir sur les médias, développer la puissance militaire, mais aussi redonner au peuple russe l'orgueil d'appartenir à une grande nation. Reste la question de savoir comment il pourra y parvenir et à quel prix. Il aura maintenant 4 années pour agir.